comment construire un habitat qui sera durable et en symbiose avec notre environnement. On joue au bonneto en ce moment ici. La musique s'est arrêtée. Et donc, je vais vous présenter mes experts. Je commence avec vous, Nathalie Martin-Sorvillo. Vous êtes patronne de l'innovation, directrice des programmes innovation de Léonard. Alors, Léonard de Vinci. Pourquoi? Parce que Léonard, c'est la structure d'accélération de l'innovation de Vinci, justement. Donc, avec vous, on va parler surtout du volet construction, hein. Vous êtes très en pointe là-dessus. Jean-Noël Guyot, vous êtes directeur adjoint de la direction des collectivités d'EDF. Donc, on va évidemment voir avec vous les aspects énergétiques. Et Benoît Maillard, vous êtes directeur de l'Urban Lab de The Camp. Et The Camp, vous connaissez, hein, c'est un campus où on capte tous les signaux faibles et où on teste pas mal d'idées, notamment sur l'habitat durable. Donc, on a la construction, l'énergie et le test and learn et les choses les plus pointues qu'il y a dans le domaine. Alors, la question, c'est comment on arrive à faire des bâtiments qui nous reconnectent dans notre écosystème. Vous voyez, je parlais tout à l'heure des inondations. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un milieu urbain qui marche comme une forêt? Vous savez, la forêt, il n'y a pas de déchets dans une forêt. C'est-à-dire que les déchets de l'un nourrissent un autre. C'est-à-dire que tout est en symbiose et ça dure pendant des années. C'est un équilibre formidable. Même si on coupe un morceau de la forêt, eh ben ça serait. Est-ce que c'est possible de faire ça pour nos villes de demain? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Moi, j'ai commencé avec vous, Nathalie. Oui. La durabilité de l'habitat, c'est un truc qui n'existe pas dans les concours d'architecture. C'est pas pris en compte. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que justement cet habitat soit conçu de façon durable? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui est de plus en plus important, c'est celui de la résilience et la résilience au changement climatique. Donc, c'est vrai qu'on a une augmentation tendancielle en fait de la température, et il va falloir aussi que l'on prenne ça en compte. Alors, c'est vrai qu'il y a plutôt les critères de développement durable sur les matériaux, etc., qui sont là. Oui. Mais c'est vrai que sur la résilience, on a encore, je dirais, un boulevard devant nous. Et vous parliez justement des forêts et des forêts tropicales. Clairement, il faut qu'on soit plus en symbiose avec la nature si on veut faire quelque chose de résilient. Il faut qu'on reparte sur des architectures qui nous permettront eh bien, d'absorber certains chocs que nous allons subir forcément dans les années à venir. Alors justement, vous qui êtes un peu derrière à la base de tout ça, est-ce que vous voyez un changement? Est-ce que c'est une prise de conscience qui se fait? C'est quelque chose il y a beaucoup de travaux là-dessus. Alors je sais que chez vous, chez Léonard, évidemment, vous voyez à 10 ans, donc vous y êtes. Mais comment ça réagit dans les choses, des gens qui sont un peu plus terrain, ceux qui construisent aujourd'hui? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très latent. Pour nous, chez Léonard, c'est essentiel. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va construire pour avoir un bâti qui va être en mesure de s'adapter soit à l'augmentation de la température, comme je le disais, soit à ce qu'on appelle les crises, c'est-à-dire ponctuellement des choses qui vont se passer. Vous parliez d'inondations tout à l'heure. Il y a aussi des tempêtes et il y a aussi ce qu'on appelle la canicule, les pics de température. Donc c'est comment est-ce qu'on crée des îlots de fraîcheur, comment est-ce qu'on recrée peut-être de la perméabilité des sols. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on réintègre. C'est latent aujourd'hui. C'est même, je veux dire, chacun d'entre nous, on se rend vraiment compte que ça, voilà, c'est en train d'arriver. J'espère que les sceptiques ont mis de côté leur scepticisme définitivement. Je suis une grande optimiste, donc bon. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose encore qu'il va falloir pousser et que chacun d'entre nous va devoir pousser. Que ce soit les étudiants en faisant des thèses là-dessus, que ce soit bien sûr les constructeurs en faisant du travail, vous, tous les industriels et le citoyen. C'est très très important. Donc il faut commencer à l'intégrer et à le pousser parce que vous êtes dedans parce que c'est votre métier que de penser à le futur. Mais après, il y a des préoccupations toutes bêtes économiques. Hein, ça coûte un peu plus cher, évidemment. Alors justement, je voulais parler du volet énergétique parce que la question est la même finalement. Quand on parle des dérèglements climatiques et puis des pics de chaleur, est-ce qu'on la solution, c'est pas forcément mettre une clim plus forte, quoi. Il y a des choses à faire. Enfin, je voudrais revenir sur votre première question qui était très intéressante. Quand on bâtit, quand on voit des quartiers émerger de terre, derrière cette notion de ville durable, on veut tout et un peu son contraire. On veut une ville qui soit nourricière, on veut la campagne à la ville, on veut une ville qui soit inclusive, on veut une ville qui soit intense, qui génère des flux. On veut aussi une ville qui soit en effet sobre, attractive et puis bien sûr résiliente. Donc
Il faut arriver à concilier tout ça, et c'est loin d'être évident. Et en plus, il faut s'intégrer dans les contraintes économiques de construction et les normes. Les normes. Et puis, bien sûr, il faut que les bâtis qui soient construits, ils puissent être commercialisés avec les contraintes de construction et les questions énergétiques. Alors sur la résilience, en effet, deux points qui me semblent importants. Les aspects de court terme, c'est-à-dire la capacité à s'adapter au changement climatique et à prendre 2 ou 3 degrés. Donc là, c'est des questions de bioclimatique et de simulation thermique dynamique. Là, aujourd'hui, il n'y a pas une construction qui se réalise sans cette approche bioclimatique. Et puis, derrière, la mise en œuvre de solutions qui permettent d'atténuer les effets du changement climatique. Alors, on parle de résilience climatique, mais il y a aussi la résilience d'usage. Et je voudrais en dire 2 mots, parce que puisqu'on est dans une séquence d'habitat millénaire, il est important que les constructions qu'on réalise aujourd'hui soient durables au sens capables d'héberger des activités humaines dans la durée, que ce soit de l'habitat ou demain peut-être du tertiaire ou après-demain des activités économiques d'autres types. Donc, c'est penser à l'évolution future du bâti. Exactement. Et donc ça veut dire que nous, d'un point de vue énergie, on ne pense plus les solutions énergétiques comme il y a 20 ans, où finalement les solutions énergétiques, elles étaient plutôt statiques en fonction du type d'usage au moment du lancement du projet. Et puis finalement, on mettait le même type de solution partout et puis tout allait bien. Aujourd'hui, systématiquement sur chaque projet, on fait des analyses très poussées des énergies renouvelables qui sont disponibles localement, du type d'usage que l'on va avoir au lancement du projet et puis dans la durée. Comment est-ce qu'on va être capable de reconditionner les surfaces? Donc, d'un point de vue énergétique, aujourd'hui, l'approche a radicalement changé. On est vraiment dans une vision de court terme et de moyen terme, avec 3 drivers importants. Les émissions de carbone, pour nous, c'est notre ADN, systématiquement, et la valorisation des énergies locales. Et en fonction des situations des constructions, c'est pas du tout les mêmes énergies locales que vous allez valoriser. Et puis le coût d'investissement et le coût à l'usage, qui est aussi quelque chose d'extrêmement important et sur lequel l'ensemble des acteurs, les collectivités, les futurs investisseurs, les futurs occupants sont très attentifs, notamment dans le logement social, mais aussi dans le tertiaire d'entreprise. Donc une vision très long terme de l'énergie, du fonctionnement énergétique du bâtiment qui est prise en compte. Alors, personnalisation. Voilà, si je devais résumer, c'est ça. Personnalisation. Alors justement, chez The Camp, j'imagine que sur ces questions-là, il y a vous captez les signaux faibles. Donc sur ces questions-là, il y a déjà des choses que vous voyez. Vous n'avez pas des startups qui... Parce que la question qu'on se pose justement, le problème que vous avez soulevé, c'est qu'on crée un bâtiment aujourd'hui qui est d'abord, je sais pas moi, résidentiel. C'est typiquement l'haussmannien, les beaux bâtiments haussmanniens de Paris. Au début, c'est résidentiel, et puis demain, ça devient du bureau, et les besoins énergétiques ont complètement changé. Justement, vous travaillez avec des gens qui sont capables justement de faire de transformer une énergie ou un bâtiment qui était à un usage et qui doit être basculé sur un nouvel usage. C'est des choses que vous voyez venir ? Effectivement, nous, on va beaucoup travailler sur des imaginaires de rupture pour se projeter dans l'avenir, en 2050, et imaginer des scénarios soit utopiques, soit dystopiques sur ces sujets-là. On a travaillé avec des gens de la construction sur ce type d'approche, et il y a quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est faire un parallèle avec la nature, c'est-à-dire utiliser le biomimétisme pour pouvoir imaginer l'habitat de demain. Et c'est quelque chose qui a été fait d'ailleurs pour le campus de The Camp. Si vous regardez bien ce campus, d'ailleurs je vous invite tous à venir le visiter, c'est vraiment une architecture très futuriste, mais complètement intégrée à la nature, qui est une espèce de champignonnière avec une canopée qui a le même principe que les champignons pour filtrer le soleil et laisser passer la lumière suffisante. Donc on va beaucoup travailler avec des startups, avec des experts qui vont faire ces parallèles avec la nature. Je pense qu'il y a une startup qui s'appelle EcoBlock, justement, qui, elle, racontez ce qu'elle fait. Oui, tout à fait. Alors, EcoBlock, c'est une startup qu'on a rencontrée récemment qui ne se projette non pas dans les nouveaux habitats, mais dans la réhabilitation des pâtés de maisons existants. Donc, on voit bien les problèmes qu'on a en ce moment à Paris avec le débordement de la Seine et les bâtiments haussmanniens. Donc, l'approche de cette start-up, c'est d'avoir une méthodologie et tout un écosystème pour faire un espèce de rétrofit ou une réhabilitation d'un point de vue énergétique, mobilité, économie circulaire
de pâté de maison. Et elle a levé énormément d'argent. Je pense qu'elle a le vent en poupe parce que, évidemment, il va falloir construire des nouveaux logements, mais il va falloir surtout voir comment rendre durables et résilients les logements actuels. Oui, donc c'est un peu ce que vous disiez, c'est que si on n'a pas anticipé la transformation, on est obligé après d'avoir des personnes qui deviennent des spécialistes de la modification ou du changement d'usage du bâti existant. Est-ce que moi j'ai une question un peu naïve à vous poser à tous. Est-ce que finalement, est-ce que c'est souhaitable d'avoir un bâti qui dure pendant 1000 ans ? Là, on parlait, le thème c'est l'habitat millénaire, mais est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est peut-être pas ? Est-ce qu'il ne faut pas être agile, comme c'est un peu la mode, hein, l'agilité, et donc faire des bâtiments qui, c'est pas grave s'ils tombent après une inondation, parce que du coup on va reconstruire quelque chose qui est plus adapté, parce qu'on aura la meilleure technologie, parce qu'on aura appris, ça évitera de dépenser peut-être parfois beaucoup d'argent à un moment pour remettre aux normes. Quelle est votre vision là-dessus ? Est-ce que ça vaut le coup de bâtir à la salle ce qu'elle en pense sur durable ou est-ce que pour vous durable c'est quoi ? C'est 100 ans ? Pour qui durable c'est plus de 100 ans ? Plus de 100 ans. Ok, un bâtiment plus de 100 ans. Et c'est presque la moitié quand même. Oui, c'est énorme. En général, on construit pour 100 ans. 100 ans. En général, on construit pour 100 ans. Ce qui vous donne une échelle en fait. Après, ce qui est clair, c'est que, et c'est une question presque de société. Quelle société on veut ? Est-ce qu'on veut un bâtiment qui un petit peu qui se muséifie aussi ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on veut un bâtiment qui soit qu'on soit en capacité en effet de construire peut-être moins cher, mais en sachant que la durée de vie elle va être plus courte ? Mais parce qu'on a regardé l'ensemble du cycle de vie de ce bâtiment et qu'on sait qu'on n'est pas en mesure de tout anticiper et qu'il sera peut-être nécessaire à un moment donné de construire différemment ou d'adapter. Alors c'est vrai que pour l'instant, nous, on se projette plutôt dans l'adaptation. Il y a d'autres cultures, d'autres pays où on est plus dans ce qu'on appelle le build back better, c'est-à-dire je construis différemment et je construis mieux. Mais votre conviction, c'est que on adapte. Moi, conviction personnelle, mais là c'est ma conviction personnelle, je rejoins tout à fait ce que vous disiez, c'est qu'il faut qu'on adapte. On adapte parce qu'on ne pourra pas... Le Build Back Better, il y a une crise. Donc, une crise, c'est un choc psychologique. Oui. C'est en effet soit des ouragans, donc voilà, c'est de la destruction quand même. On est réactif. Donc voilà, moi personnellement, je suis plus dans la rénovation, dans l'adaptation et dans, en effet, être suffisamment agile et pour adapter et trouver des solutions. Mais c'est personnel. D'accord. Jean-Noël ? Oui, je crois que c'est une question très, très importante. Ça dépend d'abord de la fréquence et de l'occurrence des grands aléas climatiques. On dirait que la crue est centenale. Comme ça, ça, c'est un premier point important. C'est une génération à la fois qui subit les... Voilà. Après, en effet, je suis tout à fait d'accord. Il y a une dimension affective très importante dans le bâtiment. Qu'on trouvera peut-être pas forcément sur du bâtiment, allez, je vais utiliser le terme de jetable ou de plus éphémère. En France et en Europe, mais je parle plutôt sur votre contrôle, on a quand même une tendance à construire sous forme de filière humide, donc de béton, et pas tellement d'ossature bois. Les ossatures bois arrivent, elles permettent d'avoir justement cette souplesse dans l'implantation et déconstruction, reconstruction. Ouais. Alors, avec des avantages en termes d'émissions de carbone qui sont évidentes. Donc ça veut dire que nous, d'un point de vue énergie, cette filière arrive en France, elle est de plus en plus présente, notamment en reconstruction ou en élévation, en surélévation des bâtiments. Et là, ça veut dire que nous, les solutions énergétiques qu'on implémente ne sont pas les mêmes que celles qu'on va implémenter dans un bâtiment construit en béton tertiaire, et on se dit que finalement, il fera 40 ans de tertiaire. Oui. Et même chose sur du résidentiel. Donc cette capacité finalement à appréhender la dimension constructive, énergétique, en fonction de ce que veut faire aussi la collectivité, de son projet urbain, et puis des risques, au sens global du terme, économique ou climatique, et c'est quand même une étape fondamentale. Et les appels à projets qu'on voit émerger, qui ont été lancés là récemment sur le Grand Paris ou sur des grandes villes de province, marquent bien cette volonté des collectivités de ne pas avoir simplement une construction, mais une construction dans une histoire on s'inscrit locale, dans le temps, dans la durée, là. Voilà, avec une identité propre, et ensuite à charge aux bâtisseurs et aux énergéticiens associés aux bâtisseurs de proposer
quelque chose, et tout ça entre en compétition, et ensuite, il y a un donc ça commence à être pris en compte, et c'est intéressant de le savoir. Du côté de The Camp, alors encore une fois, hein, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans les signaux faibles sur ces secteurs-là? On construit pour 100 ans, voire plus, on s'adapte, ou on détruit. Enfin, qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors déjà, nous, du côté de The Camp, on n'a pas trop de problèmes d'inondation. C'est plutôt des problématiques d'îlots de chaleur du côté d'Aix-en-Provence. Pour vous donner un petit exemple... du côté des startups plutôt que... Oui. On a une start-up qu'on a utilisée pour faire notre salle de sport, dans laquelle d'ailleurs on met des concepts de salle de sport du futur en réalité virtuelle. Et cette start-up cet habitat a été construit par une start-up qui s'appelle Pop-Up House, qui construit des logements en moins de 4 jours, extrêmement durables, et qui ont une durée de vie de moins de 15 ans. Et qui sont donc des nouveaux concepts où vous pouvez construire votre maison via ce concept de pop-up house et vous dire que vous changerez de maison et vous renouvellerez votre habitat 15 ans plus tard. Oui. Donc il y a aussi ces concepts qui sont en train d'émerger. Il y a pas mal aussi qui travaillent avec des containers, vous savez, les containers standards qu'on utilise dans le transport, l'idée, c'est d'utiliser ça, être un peu plus éphémère, mais du coup être beaucoup plus agile. Mais justement, moi, je voudrais qu'on vienne sur cette idée d'adaptabilité du bâti. Moi, je prends l'exemple de l'Haussmannien. L'Haussmannien, c'est un très bel exemple d'adaptabilité parce que certains détestent, on a cette idée de grands espaces traversants avec un couloir. Et du coup, ça veut dire qu'on peut faire des très grands appartements de réception, mais après on peut changer. On peut faire quelque chose qui est de l'hôtellerie, on peut faire quelque chose qui est du plateau de bureau. On le voit d'ailleurs comment ça a évolué. Alors ça coûte très cher, parce que faire de l'Haussmannien aujourd'hui, ça coûterait très cher, la pierre et tout ça. Mais cette idée d'avoir un bâti qui est flexible dans le temps, c'est des choses que vous voyez du côté de l'architecture et de la construction. C'est quelque chose ça s'appelle l'architecture réversible. Et donc, c'est comment je change en fait d'usage. Parce que, comme vous le voyez, aujourd'hui, par exemple, dans Paris, où vous voyez bien qu'il y a plein de tours de bureaux qui sont, par exemple, en location, en vente. Et en même temps, en face, on a une pénurie de logements. Oui. Est-ce qu'on peut transformer ces bureaux en logements? Aujourd'hui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et il y a ce sujet de la réglementation. Dont vous parlez tout le temps. Donc, oui, alors expliquez ce que c'est que la réglementation, parce que justement, la réglementation, quand on transforme un bâti en un logement, enfin un bureau, vous savez ça mieux que moi. Oui, quand on transforme un bureau en logement, il y a un certain nombre de normes qui doivent être respectées et qui souvent ne sont pas compatibles avec l'architecture existante. Donc voilà, c'est pareil, c'est une question de société. Il faut qu'on se pose ces questions-là sur la résilience, sur la réversibilité. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Jusqu'où? Et pourquoi faire? Pour quelle société? Est-ce qu'on veut loger tout le monde et le plus vite possible? Mais ça, c'est des vrais sujets et des enjeux de société. Alors, il y a une question qui vous est à destiner quand même, c'est quid du rôle de métier d'architecte pour faire sortir la ville de demain? Est-ce que c'est l'architecte? Est-ce que c'est des écosystèmes qui, demain, va être celui qui va allumer la mèche pour dessiner cette ville de demain? L'architecte, c'est le génie de l'architecte quand même. Est-ce que c'est pas juste un artiste qui pense un beau bâtiment? L'architecte, ça dépend quels architectes, mais si je prends des architectes, je vais me déplacer, je vais prendre des architectes plutôt espagnols. C'est des architectes qui ont quand même été, pour certains, très en phase avec la nature, justement, les matériaux qui sont proches de chez eux et qui vont faire comme à Barcelone, la Casa Batlló, qui est une ville, un bâtiment qui est complètement en osmose justement avec la nature et qui renvoie à cette image de la nature. Donc le rôle de l'architecte, il est essentiel aujourd'hui pour nous projeter un imaginaire et pour repenser les matériaux qu'on va devoir utiliser, quels matériaux on va utiliser, comme vous le disiez. Est-ce qu'on utilise le béton, sachant que le béton, c'est quand même quelque chose qui peut être fait n'importe où, ou est-ce qu'on va chercher de l'acier? L'acier, il est importé. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et l'architecte, il a un rôle essentiel. D'accord. C'est toute une chaîne. Aujourd'hui, c'est toute une chaîne. Il y a l'architecte. Mais il reste essentiel demain. Oui, bien sûr. C'était pour répondre à cette question. Donc, moi, j'ai une question à vous poser. J'ai démarré en parlant de la forêt. La forêt, qui est un écosystème formidable parce qu'il se suffit à lui-même, il n'y a pas de déchets. Et est-ce qu'en matière énergétique, en matière architecturale, on peut imaginer ce bâti de demain qui pourrait se suffire à lui-même? Alors, c'est peut-être pas le bâtiment lui-même, mais c'est peut-être un petit îlot. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a déjà des travaux là-dessus?
Alors, d'abord, le point le plus important, notamment sur les questions d'énergie renouvelable, puisque c'est un peu votre sujet, c'est les énergies non renouvelables sont pas les plus pertinentes, ne sont pas les mêmes à Marseille qu'à Lille ou que dans l'est de la France. C'est sûr. Je vais prendre un exemple à Marseille. On a mis en œuvre un très grand programme immobilier avec un réseau de chaleur thalassothermique, c'est-à-dire qu'on va piocher la chaleur et le froid depuis le port de Marseille pour alimenter des bâtiments tertiaires et résidentiels. Et au passage, justement, cette mixité d'usage entre résidentiel et tertiaire permet aussi de générer des gains énergétiques. Quand vous êtes plutôt dans l'est de la France, où il y a plutôt une culture forestière, vous serez plutôt sur des solutions biomasse. Donc cette harmonie avec la nature, comme je disais tout à l'heure... Pensez local, utilisez le local. D'abord, utiliser le local. Alors, très souvent, on pense ENR et électricité. Là aussi, c'est un raccourci un peu facile, mais qui n'est pas complètement satisfaisant. Aujourd'hui, nos productions de gaz à effet de serre, elles sont essentiellement sur des questions de chauffage et de transport. Donc maintenant, quand on pense une solution énergétique pour être le plus bas carbone possible, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder bien sûr la dimension du chauffage, du confort d'été, adaptation au changement climatique, et du transport. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir bâtir notre système énergétique pour faire en sorte qu'il soit le moins énergétivore possible, en regardant bien sûr la production locale et puis le complément d'énergie qui sera apporté notamment par les réseaux d'électricité, puisqu'on a la chance en France d'avoir une électricité plutôt bas carbone. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que finalement, on se rend bien compte que cette approche, elle passe par des équipes pluridisciplinaires. L'architecte qui travaille avec l'urbaniste, qui travaille avec la collectivité, l'architecte qui travaille avec des bureaux d'études spécialisés bâtis qui vont travailler avec des architectes énergéticiens. Nous, c'est un métier qu'on a mis en place il y a 4-5 ans suite à c'est des évolutions. On s'était croisés au moment où on lançait un peu cette activité. Les architectes énergéticiens. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'architecte, on travaille avec le bureau d'études de structure et on va regarder ensemble quels sont les meilleurs mixtes énergétiques possibles. Et donc ça donne des solutions sur mesure et qui permettent derrière d'avoir le plus bas bilan carbone. C'est ça la finalité. Mais on peut imaginer, parce que vous poussez, c'est pas si je ne veux pas dire vous poussez, mais chez EDF, il y a cette idée que d'intégrer la production locale. Des gens commencent à avoir des panneaux photovoltaïques, des éoliennes dans le jardin. Il y a de la production locale. On mélange ça avec la production nationale. Mais on peut imaginer à l'échelle du quartier, de l'îlot. Je ne sais pas, vous avez des expériences sur ce type de choses, des choses qui pourraient fonctionner en circuit fermé. Je ne sais pas, moi, je délire, mais l'immeuble de gauche qui, lui, voit le soleil, va peut-être alimenter l'immeuble de droite. Et puis, les déchets, on en fait de la biomasse. Ça existe, ça? Vous avez vu des choses comme ça? Alors oui, l'économie circulaire, clairement, ça existe. Mais ça me donne envie de parler d'un exemple. Un des facteurs de la résilience pour une ville, c'est d'être plus autonome, un peu moins dépendante des livraisons ou des circuits logistiques externes. Et des concepts émergents aujourd'hui pour nourrir les méga-cities de demain, les méga-villes de demain, ce sont les concepts de fermes verticales ou les potagers urbains. Non seulement l'énergie, mais là, on produit aussi la nourriture en local. Tout à fait. Et donc, il y a des start-up, notamment hollandaises, qui sont en train de commercialiser un certain nombre de solutions qui vous permettent d'avoir une production très significative en centre-ville, qui vous évite qui réduit votre bilan carbone car vous livrez plus les tomates qui viennent d'Espagne, et qui rapporte aussi un certain nombre de jobs non qualifiés en centre-ville pour traiter ces productions. Bien sûr, on est en train de regarder un peu, nous on va faire des expériences à The Camp pour voir quelle est la qualité de ces concepts de ferme verticale versus ces potagers en permaculture qui aussi peuvent être très très productifs, mais c'est des concepts qui à l'échelle d'un quartier peuvent apporter de la résilience à une ville. Justement, Nathalie, sur ce sujet, c'est quoi la ville de demain? Elle sera comment? Elle sera un village autonome qui produit son énergie tout seul, qui produit sa nourriture tout seul. Il y aura différentes villes. Ce qui est sûr, c'est que ce sera une ville qui sera plus proche de la nature. En tout cas, on a compris qu'on est peut-être allé un petit peu trop loin. Donc, on regarde ce qui se passe en termes de biodiversité, en termes justement de nouvelles formes d'énergie, de nouvelles formes aussi d'agriculture, de transport. Tout ça, voilà, il faut qu'on réinvente, qu'on se
qu'on se repose la question de ce qu'on veut faire. On veut tous avoir du travail, c'est clair. On a besoin de se nourrir et il nous faut un toit. C'est quand même essentiel. Et donc les villes qui réussiront, c'est celles qui réussiront à permettre aux individus, aux citoyens, à nous tous, d'avoir ça, un toit, d'être en capacité de pouvoir nous nourrir et de travailler et de bouger et de se déplacer. Quels sont les freins? Parce que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la réglementation qui... On taxe si on veut transformer, il faut poser un nouveau permis de construire si on veut transformer un bâtiment de bureau en logement. On a parlé de l'aspect réglementaire qui pose des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme blocage aujourd'hui? Parce que tout le monde le dit que ce serait quand même mieux du bas de carbone. Quel est le problème aujourd'hui? Jean-Noël, vas-y. Il faut qu'on parle un peu d'économie quand même. Ah, c'est l'argent. Voilà. C'est l'argent, ça coûte trop cher. Il y a des programmes qui se prêtent bien à l'intégration de solutions innovantes parce qu'il y a l'espace économique derrière pour financer ces investissements. Et donc, il est très important que toutes les entreprises, sur ces programmes-là, se mobilisent pour faire de l'innovation. Voilà, ça, c'est fondamental. Après, il y a des programmes où l'espace économique, notamment le prix de vente au mètre carré, on va parler, ou le prix de rénovation, on en est là aujourd'hui. Faut parler de ça. On va plutôt implémenter des solutions matures, c'est-à-dire des solutions qui aujourd'hui sont à maturité en termes de technologie et de prix. Mais c'est pas malsain, parce que finalement, les solutions qu'on installe aujourd'hui dans des bâtiments qui seront commercialisés à des prix moyens de marché, c'est des solutions qui étaient innovantes il y a 4-5 ans. Quand on regarde sur la performance énergétique du bâti, quand on regarde même sur les solutions énergétiques, aujourd'hui, vous avez des émetteurs des panneaux rayonnants qui sont complètement automatiques. Vous ouvrez une fenêtre, ils se coupent, vous rentrez dans la pièce, ils s'activent. Ça, il y a 5 ans, on mettait ça dans les programmes ultra innovants. Aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement courant. Donc ce phénomène d'innovation sur les programmes qui ont l'espace économique pour permettre de le faire, et ensuite un phénomène de diffusion, c'est en place, c'est en cours. Moi, je le vois sur les projets qu'on a aujourd'hui. Et puis le deuxième point qui est important, ce sont les startups, c'est-à-dire toutes les initiatives qui peuvent naître. Nous, on est particulièrement attachés à l'innovation, que ce soit au travers des concours DevPulse, d'ailleurs, qui sont ouverts en ce moment, ou au travers de structures de financement et d'innovation. Et je prendrai un exemple. Il y a quelques années, il y a un produit qui a été primé, qui est un mini data center que vous mettez au pied d'un immeuble, et l'excédent de chaleur permet de réchauffer l'eau chaude sanitaire. Oui. Parce que l'eau chaude sanitaire, on aura toujours les mêmes besoins énergétiques, alors que les besoins énergétiques sur le chauffage baissent grâce aux travaux qui sont faits sur le bâti. Oui. Ça, c'est une innovation, elle commence à trouver sa place et ça mettra un peu de temps pour que ce soit systématiquement installé. Bon, après, il faut bien sûr des débouchés pour les calculs. Et puis, dernier volet sur comment est-ce qu'on fait arriver ces innovations, par l'innovation et par la créativité. Et vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de réflexion sur le bas carbone. Si, ça existe. On a depuis 5 ans, même 6 ans, je crois, peut-être même 10 ans d'ailleurs, un concours qui s'appelle le concours bas carbone. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend différentes configurations de construction. Au début, on était sur le bâtiment. Après, on est allé à l'îlot. Ensuite, on est allé carrément au grand quartier en reconstruction. Et à chaque fois, on fait travailler des architectes pour qu'ils réfléchissent à quels sont les habitats et les espaces publics, parce que c'est important, que l'on pourrait imaginer. Si vous regardez sur nos sites internet, vous verrez par exemple des réflexions à 2030, 2035. Alors, ça peut sembler utopiste aujourd'hui, mais progressivement, ça se diffusera. Mais moi, je voulais savoir ce que vous voyez venir demain du côté de The Camp, parce que quelque part, on raisonne toujours un peu à courte vue, parce que on a l'économie. On veut gagner on vend le prix de l'appartement mètre carré, donc on pense pas forcément à sa vie. Qu'est-ce que vous voyez dans les réflexions aujourd'hui sur le cycle de vie? On parlait d'un bâtiment qui dure 100 ans. Une réflexion qui serait sur son coût sur les 100 ans, et si on intègre le coût sur les 100 ans, évidemment, on va peut-être se rendre compte que c'est plus judicieux d'investir tout de suite sur quelque chose qui le rend durable, plutôt que d'avoir à faire des gros travaux de désamiantage et de rétrofit énergétique plus tard. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui là-dessus? Est-ce qu'on en a conscience? Alors, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais il y a un élément dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé. Pour arriver à ces villes souhaitables et désirables du futur, un des freins, c'est aussi le comportement des gens, les habitudes, les usages. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail pour changer les comportements dans plusieurs domaines. C'est quelque chose qu'on regarde de très près à The Camp. Donc, par exemple,
éviter de prendre sa voiture individuelle, comment passer d'un usage du véhicule individuel vers le multimodal, etc. Mais là, on n'est pas sur le bâti, là, on est quand même sur le transport. Non, mais je pense que sur la partie waste management, gestion des déchets, gestion de l'énergie. J'étais à Cape Town pendant les vacances de Noël. Il y a une énorme sécheresse liée au changement climatique. Ils ont mis en place des politiques de changement d'usage avec des techniques de nudge qui permettent aussi de faire basculer les gens vers des comportements vertueux. Et je pense qu'il faut basculer vers ça et plus renforcer ces messages. C'est ce que vous disiez, Nathalie, tout à l'heure, ça dépend du citoyen. Hein. Beaucoup de choses dont on parle dépendent de nous. De nous, quelque part aussi. Et c'est pour ça que c'est important aussi de travailler, en effet, sur l'analyse de cycle de vie, du bâtiment, de l'ensemble des objets qui nous entourent. Et puis, peut-être de faire aussi des partenariats un peu éclectiques. Je dirais faire le petit pas de côté qui va nous permettre de voir les choses différemment. Nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on a décidé de travailler, par exemple, avec AgroParisTech. Au début, on peut se dire, que vient faire AgroParisTech avec un groupe de constructeurs concessionnaires. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut explorer, on peut expérimenter, et qu'on peut peut-être intégrer, soit dans notre façon de construire ou de concevoir les choses. Et je dirais, c'est ce genre de connexion un peu, on va dire un peu étonnante qu'il faut provoquer et qu'il faut développer pour qu'on regarde les choses différemment et qu'on expérimente ensemble. Et c'est ce que font The Camps, ce que font des industriels comme EDF, et puis ce que vous faites aujourd'hui en nous donnant la parole et en étant tous ici à Madi Keynote. C'est ce genre de petits pas de côté qui vont être essentiels. Puis après, voilà, je vous dis, c'est aussi une question d'enjeu de société. Faut qu'on soit quand même cohérent avec nous-mêmes de temps en temps. Donc l'habitat millénaire, pour être en osmose avec son environnement, ça dépend de nous, citoyens, de nos comportements. Il faut personnaliser beaucoup plus qu'industrialiser l'énergie, mais aussi le bâti, la façon de construire. Et regarder à 100 ans, mais voire plus, parce que le bâtiment vie change et il faut intégrer ce changement dans la construction. Et c'est ce qui permettra de tenir plus longtemps. Merci beaucoup à tous les trois.